Pourquoi la Russie a-t-elle attaqué l'Ukraine en février 2022? Il devait y avoir une très bonne raison, car il en avait payé un prix incroyable au cours des 2 dernières années et demie. La guerre qui était censée se terminer dans quelques jours s'est transformée en un conflit prolongé sans issue en vue. Des sources américaines estiment que les pertes russes au cours de l'été 2024 se sont élevées à 350 personnes. Des sources britanniques estiment ce chiffre à plus de 500 et le nombre de morts ne cesse de s'alourdir. Selon les analyses des services de renseignement occidentaux, la Russie perdait environ 0 personne par jour au cours du seul mois de mai. Pour l'instant, la Russie remplace ses disparus avec des taux de recrutement allant de 25 à 30 par mois. Toutefois, les pertes matérielles ne peuvent pas être compensées aussi facilement. À la mi-juillet 2024, la Russie avait perdu au moins 219 chars, 902 autres véhicules, 283 centres de commandement et de contrôle, 164 pièces d'artillerie tubulaire, 390 systèmes MLRS, 259 systèmes de missiles solaires, 119 avions, 138 hélicoptères, 76 systèmes radar et 83 plateformes de guerre électronique. Il a été témoin de la destruction de la flotte de la mer Noire, qui a entraîné la perte de 26 navires. Son économie a également été entravée par les sanctions les plus étendues au monde, plus que l'Iran et la Corée du Nord réunis. En conséquence, la Russie a perdu une grande partie de son autonomie géopolitique, car elle est devenue plus dépendante de la Chine. D'un point de vue économique, des sources américaines estiment que la guerre a coûté à la Russie plus de 1 000 milliards de dollars. Ces pertes soulèvent pas la question, qu'est-ce qui pourrait bien valoir un tel prix? Pourquoi Poutine était-il prêt à payer pour cela? Dans cette vidéo, nous allons faire un petit travail de détective pour découvrir ce qui a réellement pu le motiver à lancer une guerre d'agression lorsqu'il l'a fait. Puisque la Russie est une dictature, seule l'opinion de Poutine compte. Nous devrons donc d'abord examiner sa vision du monde. Les initiés pensent qu'il est essentiellement un revanchiste russe. Il y a de bonnes raisons de le croire. Poutine avait déjà fait allusion à ses tendances idéologiques en 2005, en déclarant que l'effondrement de l'Union soviétique était l'une des pires tragédies du XXe siècle. 2 ans plus tard, à Munich, Poutine a surpris les dirigeants du monde avec une longue tirade contre l'ordre international de l'après-guerre froide, affirmant que c'étaient les États-Unis qui voulaient être les seuls dirigeants du monde. Il a qualifié cela de désastreux, révélant que la Russie ne veut pas être un partenaire constructif dans cette version de l'ordre mondial. L'année suivante, l'OTAN a publié la déclaration de Bucarest, qui convenait du principe de l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'Alliance. Cependant, il n'existait aucun calendrier ni plan d'action concret qui leur permettrait d'atteindre cet objectif, et il s'agissait d'un compromis entre les États-Unis, qui souhaitaient rencontrer les 2 pays, et la France et l'Allemagne, qui craignait que cette décision ne contrarie la Russie. Poutine se trouvait à Bucarest à ce moment-là et a tenté de faire pression sur les dirigeants de l'OTAN pour qu'ils ne permettent pas aux 2 pays de rejoindre l'Alliance. Ces faits soulèvent la question suivante. Poutine a-t-il envahi l'Ukraine en février 2022, comme on le croit souvent, principalement parce qu'il ne voulait pas que son voisin rejoigne l'OTAN? Les actions de Poutine après la déclaration de Bucarest semblent te suggérer cette idée. Quelques mois seulement après cette annonce, il a eu recours à la force là où ses paroles échouaient. La Russie a attaqué la Géorgie en utilisant les règles de l'OTAN. L'Alliance ne permet pas aux membres ayant des conflits territoriaux d'y adhérer. L'invasion de la Géorgie par Poutine, qui a donné naissance aux territoires séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, largement méconnus, avec l'aide d'une présence militaire russe permanente, a laissé le pays dans des conflits territoriaux qui pourraient conduire l'OTAN à lui refuser l'accès. Pendant ce temps, l'Ukraine était gouvernée par des dirigeants inefficaces ou pro-russes qui n'avaient probablement pas rejoint l'OTAN. Mais le peuple ukrainien n'était pas satisfait de ce qu'il avait obtenu. En novembre 2013, l'Ukraine a éclaté en rébellion lorsque le président de l'époque, Viktor Yanukovych, a rejeté un accord qui aurait rapproché l'Ukraine de l'Union européenne.
Il s'est plutôt prononcé en faveur d'une solution qui renforcerait les liens économiques entre l'Ukraine et la Russie. Étant donné que l'économie russe ne produit pas grand-chose de ce que les gens désirent en dehors du pétrole et du gaz naturel, cela n'était évidemment pas populaire auprès des Ukrainiens. N'oubliez pas cela car ce sera important plus tard. Le point culminant des manifestations ultérieures d'Euromaidan a été la révolution de la dignité en février 2014, qui a renversé le régime pro-russe de Yanukovych. Poutine a maintenant reculé par rapport à son livre de 2008 et soutenu les éléments séparatistes dans la région orientale du Donbass en Ukraine, qui abrite de nombreux Russes de souche et russophones. Avec le soutien de Moscou, les séparatistes ont créé les républiques populaires non reconnues de Donetsk et de Luhansk. Pendant ce temps, Poutine a mobilisé ses Verts et annexé la Crimée, ce qu'il a ensuite justifié par un référendum chaotique. Cependant, Poutine n'est pas allé plus loin et les accords de Minsk de 2015 ont conduit à un cessez-le-feu général dans cette direction. Même si des combats sporadiques se sont poursuivis, pour l'Occident, les accords de Minsk étaient acceptables mais décevants. Cependant, pour Poutine, les accords de Minsk ont été quelque peu couronnés de succès. Il semblait satisfait du nouveau statu quo, se moquant des sanctions limitées découlant de l'annexion non reconnue de la Crimée. Poutine a présenté l'annexion au public russe comme sa plus importante réussite en matière de politique étrangère. Il renforça son contrôle sur la péninsule avec de nouvelles bases militaires et un pont sur le détroit de Kerch qui la reliait au continent russe. Il a réussi à faire à l'Ukraine ce qu'il a fait à la Géorgie en 2008, provoquant de nouveaux conflits territoriaux et ethniques en Ukraine. Il l'a effectivement empêché d'adhérer à l'OTAN. Cela suggère que l'expansion de l'OTAN et la perspective de voir Kiev rejoindre l'Alliance n'était pas la principale raison derrière la décision de Poutine de lancer une invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. L'expansion de l'OTAN vers l'Est l'a clairement irrité, et sa suggestion selon laquelle toute condition de paix dans la guerre actuelle doit inclure une garantie que l'Ukraine ne rejoindra jamais l'Alliance montre que c'est une question importante pour lui. Mais cela ne répond pas à la question de savoir pourquoi Poutine a attendu 2022 pour envahir l'Ukraine. 8 ans après sa première intervention en Ukraine, l'expansion de l'OTAN n'était probablement pas la solution, alors que pourrait-elle être d'autres? Il s'avère que l'idéologie vengeresse susmentionnée de Poutine était une raison importante de l'invasion. En juillet 2021, il publiait un essai sur l'unité historique des Russes et des Ukrainiens. Dans ce document, il souligne que les Ukrainiens et les Russes constituent une seule nation, une seule entité. Il a fait valoir que le régime ukrainien de l'après-Maïdan nie cette réalité historique et encourage même de tels efforts de la part d'éléments néo-nazis. Le document était l'un des indices utilisés par la communauté du renseignement américain pour déterminer qu'un important renforcement des troupes russes à la frontière cette année était susceptible de conduire à une invasion et ne faisait pas partie d'un exercice. Fin 2021, Poutine a continué de promouvoir son idéologie de rétribution. En décembre, il a déclaré que la fin de l'Union soviétique était la fin de la Russie historique, qui a mis 1000 ans à se former, et une tragédie humanitaire qui a coupé de leur patrie 25 millions de Russes de souche vivant dans les nouveaux États post-soviétiques. Ces commentaires ont révélé des motivations qui allaient au-delà du fait d'empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. La fin de l'Union soviétique a constitué un obstacle majeur à la politique étrangère traditionnelle de la Russie, qui exigeait la conquête de frontières naturellement défendables. Étant donné que la Russie s'étend sur la plus grande partie de la plaine européenne, il s'agit d'un objectif difficile à atteindre. C'est la raison de l'expansion rapide de la Russie dans l'espace eurasien, qui a commencé sous le règne d'Ivan le Terrible au XVIe siècle. L'influence russe a atteint son apogée pendant la guerre froide, lorsque l'Union soviétique et ses États satellites du pacte de Varsovie s'étendaient, loin à l'ouest dans les basses terres européennes et au plus profond de l'Asie centrale. Ces acquis territoriaux et géopolitiques ont été perdus après l'effondrement de l'Union soviétique. En conséquence, la Russie avait une longue frontière, s'étendant de l'Arctique et de la Baltique jusqu'à la mer Noire, sur une vaste plaine qui ne pouvait être défendue. Il s'agit d'un renversement de la situation qui prévalait pendant la guerre froide.
La décision de Poutine d'envahir l'Ukraine était en partie une tentative de retrouver les frontières d'avant 1991, qui étaient plus courtes et plus faciles à défendre. Cela semble suggérer un motif géopolitique puissant derrière l'invasion, bien que cela complète également le motif idéologique, comme il l'a mentionné en juillet et décembre 2021. Poutine a également déploré la diaspora de la culture russe provoquée par l'effondrement de l'Union soviétique. Poutine croit au modèle mondial d'État-civilisation dans lequel les frontières nationales sont moins importantes que les liens historiques, culturels et linguistiques qui peuvent traverser ces frontières. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a affirmé que l'admirable gouvernement ukrainien nie le passé de son pays. Bien que la plupart des historiens aient rejeté les affirmations de son essai comme n'étant anhistoriques, Poutine les croit probablement. Pour lui, l'essai est son affirmation selon laquelle un gouvernement ukrainien sous contrôle occidental de facto opprime les personnes d'héritage linguistique et culturel russe ont fourni une justification idéologique pour l'invasion de l'Ukraine. Même s'il ne croit pas à ces affirmations, elles lui fournissent au moins une excuse commode pour justifier l'invasion du peuple russe et les difficultés qu'il a endurées à cause des sanctions et de la perte d'être cher à cause de la guerre. Peut-être y a-t-il aussi des raisons démographiques qui ont poussé la Russie à attaquer l'Ukraine. En mars 2023, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Poutine dans le cadre de l'expulsion et du transfert illégaux d'enfants des territoires ukrainiens occupés par la Russie. En conséquence, tous les États membres de la CPI ont l'obligation de l'arrêter dès qu'il met le pied sur leur sol. La décision de Poutine de s'engager dans une relocalisation de la population pourrait révéler une motivation démographique plus profonde derrière l'invasion. Avant son effondrement, l'Union soviétique était la troisième plus peuplée du monde, avec près de 287 millions d'habitants, selon les recensements de 1989. Cependant, après l'effondrement de l'URSS, la population de la Russie s'élevait à environ 137,5 millions d'habitants, soit un peu moins de la moitié de la population totale. Actuellement, en 2024, la Fédération de Russie compte 144 millions d'habitants, mais le taux de fécondité est de 1,826 naissances par femme, bien en dessous du niveau de remplacement. D'ici la fin du siècle, la population chuterait à 112 millions d'habitants. Son âge moyen actuel est de 40 ans. Ce nombre augmentera rapidement dans les décennies à venir. Le vieillissement de la population entraînera des problèmes de recrutement pour l'armée russe et une part bien plus importante des ressources nationales consacrées aux soins aux personnes âgées. L'expulsion forcée d'enfants ukrainiens et d'autres citoyens ukrainiens peut donc être considérée comme un moyen d'inverser le déclin de la population russe et d'empêcher l'augmentation de l'âge moyen. L'invasion de Poutine vise peut-être autant à reconquérir la base de la population soviétique qu'à reconquérir les frontières soviétiques. L'Ukraine, comme de nombreux pays post-soviétiques, connaît elle-même un déclin démographique, avec un taux de fécondité de seulement 826 naissances par femme. Cependant, la réinstallation de la jeune population ukrainienne est un moyen de retarder les problèmes qui affecteront la Russie. Poutine pense peut-être que cela lui donnera le temps d'inverser plus sérieusement le déclin démographique de sa Russie natale. Cependant, les trois interprétations posent de sérieux problèmes. Les raisons idéologiques, géopolitiques et démographiques sont probablement importantes pour Poutine, mais elles ne nous expliquent toujours pas pourquoi il a décidé d'envahir l'Ukraine en février 2022. Si ces raisons étaient effectivement convaincantes, il aurait eu un bien plus grand avantage s'il avait décidé de lancer une invasion en 2014, lorsque les problèmes ont commencé. L'armée ukrainienne n'était pas prête à affronter les événements de cette année-là. Poutine a facilement occupé la Crimée. Les forces ukrainiennes ne se sont pas comportées de manière adéquate pendant la guerre dans le Donbass. C'est pourquoi en 2022, la chancelière allemande de l'époque, Angela Merkel, a décrit les accords de Minsk comme une tentative de sa part de gagner du temps pour que l'Ukraine renforce son armée. Cette histoire et les prétendus efforts de modernisation de la Russie depuis 2014 ont donné au Solmapaz.
États-Unis et à leurs alliés l'impression que l'Ukraine ne serait pas en mesure de résister à une attaque russe. Cependant, l'Ukraine s'en sort bien mieux et la Russie bien pire que prévu. L'idée de Merkel de gagner du temps pour renforcer l'armée ukrainienne a porté ses fruits. Dans les années qui ont suivi les accords de Minsk, les Ukrainiens ont reçu des armes, ont été entraînés et ont établi un partenariat en matière de renseignement avec l'Occident qui s'est révélé dévastateur pour les forces russes sur le champ de bataille. Le gouvernement ukrainien de l'après-Maïdan a également eu le temps de renforcer et de consolider son soutien au sein du peuple ukrainien, qui a enfin constaté des progrès dans le développement des liens plus solides avec l'Occident qu'il souhaitait depuis longtemps. La plupart de ces affirmations étaient fausses en 2014 et 2015. Le gouvernement ukrainien était plongé dans le chaos et son armée n'était pas préparée. En retardant l'invasion jusqu'en 2022, Poutine a donné à l'Ukraine le temps de se renforcer. Il était peut-être inquiet à l'époque des sanctions et autres mesures de rétorsion. Mais la vérité, c'est que ce retard a donné à la Russie plus de temps pour constituer des réserves de change supplémentaires afin de lui donner un plus grand coussin. Mais si son objectif était de conquérir l'Ukraine, il a gâché la meilleure opportunité. Pourquoi attendait-il réellement? La réponse tient peut-être davantage aux changements survenus dans l'économie mondiale au cours des 10 dernières années. Comme nous l'avons mentionné, la Russie est un pays doté de ressources abondantes, mais qui produit peu de biens demandés dans le monde entier. L'industrie pétrolière et gazière est de loin la plus importante. Le secteur de l'énergie a fourni 45% des recettes du budget fédéral russe et a représenté 54% des exportations du pays en 2021. Cependant, un spectre se profile à l'horizon, celui du changement climatique. L'atténuation du changement climatique provoquée par les émissions de dioxyde de carbone est devenue une priorité absolue de la politique internationale avant la guerre, en particulier dans l'Union européenne, qui était le plus grand consommateur d'énergie de la Russie et reste encore aujourd'hui le deuxième. Les lois de l'UE exigent que le bloc réduise ses émissions de carbone de 55% d'ici 2030 et devienne neutre en carbone d'ici 2050. En conséquence, il y a eu une évolution vers le développement de sources d'énergie alternatives sans émissions et de matériaux alimentés par l'électricité plutôt que par des moteurs à combustion interne ou à gaz. Le meilleur exemple serait peut-être le développement des voitures électriques. Cette croissance a été explosive. En 2017, seulement 1% des voitures neuves vendues dans le monde étaient électriques. En 2023, il s'élevait à 18%. La transition vers l'électricité et les sources d'énergie à zéro émission représente un risque existentiel pour l'économie russe. Les Saoudiens sont également confrontés à ce problème, ce qui a conduit au lancement d'une tentative globale de diversification de leur économie appelée Saudi Vision 2030. Le plan semble porter ses fruits. À partir de 2021, la croissance hors pétrole s'accélère pour atteindre environ 5% en 2022 et 2023. La Russie, cependant, n'a pas de tel plan, à l'exception de la guerre elle-même. L'Ukraine possède des minéraux précieux qui seront de plus en plus demandés à mesure que l'économie mondiale passera progressivement des combustibles fossiles à l'énergie et à l'électricité à zéro émission. Le lithium est l'un des plus importants car il constitue un ingrédient essentiel des batteries nécessaires au fonctionnement des nouvelles technologies telles que les voitures électriques. L'Ukraine possède d'importants gisements de lithium dans la région de Donetsk, en partie contrôlée par la Russie. Si la Russie parvient à avancer plus à l'ouest et au nord de ses lignes actuelles, elle pourra également atteindre d'importantes réserves dans la région de Kirovohrad en Ukraine. Ces gisements de lithium ont déjà fait l'objet de manœuvres géopolitiques. En 2021, l'Union européenne et l'Ukraine ont établi un partenariat stratégique sur les minerais ukrainiens, les décideurs politiques s'intéressant en particulier au lithium. Actuellement, l'Union européenne importe la majeure partie de son lithium de Chine. Il est compréhensible que Bruxelles veuille réduire cette dépendance et faire en sorte que Pékin ne puisse pas se retrancher au cœur de cette technologie émergente. L'Ukraine est l'un des rares pays disposant d'importantes réserves de lithium, estimées à 10% des réserves mondiales, et sa proximité avec l'UE rend ces ressources en lithium très précieuses.
L'Europe peut obtenir de l'Ukraine l'essentiel de ce dont elle a besoin pour sa transition énergétique. Selon Ulrich Blum, fondateur et PDG de l'Institut allemand du lithium, INC, Poutine influence actuellement une importante priorité géopolitique européenne. Dans une interview accordée au journal allemand DW News, Grace Lynn Baskerin, directrice du projet Critical Minerals au Centre d'études stratégiques et internationales, a mentionné que les ressources naturelles pourraient prolonger le conflit et que l'exploitation du lithium et d'autres gisements de minéraux pourrait être une source de fonds importante pour que l'armée russe puisse poursuivre ses opérations. Même si Poutine devra reconstruire le réseau si endommagé par ses missiles et ses drones, car l'exploitation minière est une activité à forte intensité énergétique qui peut utiliser jusqu'à 50% de l'énergie disponible localement. D+. La présence de ces ressources découragerait Poutine de céder des territoires dans le cadre d'un règlement négocié visant à mettre fin à la guerre. Le contrôle russe sur les minerais rendrait également difficile pour l'industrie privée d'investir en Ukraine et de contribuer au processus de reconstruction d'après-guerre. L'Agence internationale de l'énergie estime que d'ici la fin de la décennie, la demande de lithium à elle seule triplera et décuplera d'ici 2050. Il existe une autre raison intéressante pour laquelle la Russie devrait cibler les richesses minières de l'Ukraine. Baskerin a mentionné que la Russie continue de produire des minéraux comme l'uranium, le palladium et le nickel, qui constituent un autre élément important pour une économie décarbonée au même niveau qu'en 2021. Cependant, depuis le début de la guerre, le niveau d'exploration de nouvelles ressources a chuté de 60 à 70%. La recherche en Ukraine peut contribuer à combler certaines de ces lacunes. La Russie rend également service à la Chine en contrôlant les richesses minières de l'Ukraine. Si l'Europe doit acheter du lithium, l'invasion de Poutine l'obligera à continuer de dépendre de la Chine, du moins à court terme. S'il consolide ses acquis, cela affectera la capacité de l'UE à atteindre ses objectifs de décarbonation et de fournir un coussin sous la forme d'une réduction de la demande de combustibles fossiles russes. La Russie est un pays riche en ressources et possède ses propres réserves de ces minéraux, mais la richesse minière de l'Ukraine, qui comprend des réserves de lithium et d'éléments de terres rares, pourrait varier entre 3 et 11,0 milliards de dollars. En fait, l'exploitation de cette richesse permettrait à la guerre de s'autofinancer. Cela renforcerait également le partenariat stratégique avec la Chine, qui est l'acteur dominant dans le raffinage d'un grand nombre de ces minéraux. Un axe Russie-Chine aurait donc un impact significatif sur les pays occidentaux et pourrait potentiellement entraver leurs objectifs de décarbonation. La Russie et la Chine pourraient également facturer des frais exorbitants pour l'utilisation de ces matériaux, sachant à quel point la neutralité carbone est importante pour de nombreux décideurs politiques occidentaux. Blum a clairement indiqué qu'une Ukraine libre et démocratique, dotée d'une souveraineté sur ses frontières internationalement reconnues, est essentielle pour une transition énergétique stable et une industrie européenne forte des batteries. Blum a mentionné que ces sites sont bien connus depuis l'époque soviétique, donc Poutine savait qu'ils étaient disponibles, et sa stratégie pour attaquer les infrastructures civiles est d'essayer de vider le pays de sa population afin que ces précieuses ressources puissent être exploitées sans conséquence. L'expulsion par Poutine de personnes de l'Est de l'Ukraine peut également être considérée comme faisant partie de cette stratégie. De nombreux experts préviennent que ce ne sont pas les ressources naturelles de l'Ukraine qui ont décidé de déclencher une guerre d'agression. Mais il est difficile de négliger ce moment. Ce n'est probablement pas une coïncidence si Poutine a décidé d'envahir le pays à un moment où la demande de lithium et d'autres éléments décarbonants commençait à monter en flèche. Poutine avait des motivations idéologiques et géostratégiques profondément enracinées pour son invasion. Mais peut-être que la nouvelle réalité économique l'a poussé à décider de lancer des opérations à plein régime en février 2022. Mais qu'en pensez-vous? Quel rôle le lithium et les terres rares de l'Ukraine ont-ils joué dans la décision de Poutine d'envahir et le moment choisi pour l'invasion? N'oubliez pas de nous le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir la chaîne et vous abonner pour plus d'analyses militaires d'experts militaires.